Привет les amoureux de la langue russe. Il y a quelques semaines, je me suis lancée dans le tri de mes affaires scolaires. Alors, j'ai jeté 98% de ce qui me restait dans mes archives d'affaires scolaires et j'ai retrouvé dans mes cours de géographie ceci. Mes cours sur la Russie. Qu'est-ce que l'on m'a appris sur la Russie? Qu'est-ce que ça a conditionné de ma vision de la Russie, des stéréotypes que j'ai pu avoir sur la Russie? Et ce que je veux vraiment faire en vous lisant ce cours, c'est vous faire réfléchir un peu sur la manière dont les professeurs apprennent tout ce qu'est la Russie aux élèves et la conséquence que ça peut avoir, tout simplement. Voilà, cette vidéo n'est pas une vidéo de polémique, d'accord? Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de vouloir dire des choses. Dites-le avec respect dans les commentaires. Si tel n'est pas le cas, les commentaires seront supprimés. Bon, maintenant la mise à jour est faite. Avant de s'élancer dans le vif du sujet, je vous invite à aller faire un petit tour en barre d'infos où vous trouverez le lien vers la Bible du débutant en russe, mon cadeau pour vous, avec beaucoup de ressources gratuites, faciles d'accès pour vous aider à apprendre le russe. Des séries, des vidéos, des podcasts, bref, tout un tas de choses pour vous aider. C'est en barre d'infos. Et sinon, vous trouverez aussi le lien vers mon groupe Facebook Parler russe en un an. Instant pub terminé, nous pouvons commencer. Alors, ça comporte quelques petites pages. J'avais un prof d'histoire géo qui nous racontait l'histoire comme on raconte une histoire à des enfants. Ce qu'il voulait vraiment nous faire comprendre, c'est que l'histoire, ce ne sont pas que des dates figées dans le temps. Voilà, bataille de Marignan 1515, bataille de machin, bataille de bidule, bataille de trucs. L'histoire n'est pas composée que de batailles, de naissance de rois, de mort de rois. L'histoire, c'est plusieurs choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. Voilà, des choses bonnes, des choses mauvaises, à l'appréciation de chacun. Et qui provoquent des événements en chaîne les uns après les autres, et ce qui mène à la situation où l'on est actuellement. Voilà. Donc il expliquait l'histoire vraiment comme on raconte, et c'est ça que je trouvais vraiment bien avec ce prof. Mais, voilà, on a beau être prof, on a beau devoir appliquer le programme officiel, qui déjà est un programme sans vouloir forcément se plonger dans le complotisme, qui est quand même très, très positionné, malgré tout. On a beau être prof d'histoire géo, de devoir appliquer un programme, on a quand même notre manière de penser malgré tout, et même si ce prof a essayé d'être le plus objectif possible, si je puis dire, sur ce qu'il devait nous apprendre, voilà, il a quand même fait passer certaines idées qui étaient de lui. Alors, maintenant, la Russie, présentation de la Russie. Donc on commence l'URSS à la Russie. Déjà, on commence par là. Donc toute l'histoire tsariste qu'il y a derrière, on s'en fout. La disparition de l'URSS. L'URSS a vécu de 1919 à 1991, période communiste. C'est une dictature très répressive employant la police, le KGB et le goulag. Le système économique est collectivisé, tout appartient à l'État et est planifié, prévision des prix, matières premières, production agricole et industrie. Alors, je ne suis pas une pro de l'URSS. Et étant moi-même complètement anticommuniste, voilà, on ne peut pas dire que je puisse avoir un regard très objectif sur l'URSS. Mais si vous avez plus de connaissances que moi sur le sujet, vous pouvez quand même vous exprimer, toujours dans le respect. Il y a eu une crise dans les années 80, les causes sont simples, les habitants demandent de plus en plus de liberté et le niveau de vie des habitants restait bas. En 1991, voilà, j'ai mal écrit, c'est la fin du communisme et de l'URSS. Celui-ci a éclaté en 15 pays, dont la Russie est le plus grand. Alors, un territoire et un État redéfinis. L'URSS et la Russie n'ont pas la même superficie. L'URSS fait 22 millions de km², la Russie 17 millions de km². En gros, son but était vraiment de nous faire comprendre que Russie et URSS sont deux choses totalement différentes. Certes, le cœur de l'URSS était en Russie, mais voilà. URSS et Russie, deux choses différentes. Pour définir les frontières, on a eu des problèmes. Celles-ci sont contestées. Et entre parenthèses, il nous a fait noter ici Nord-Géorgie. Alors je tiens à préciser que j'étais dans ces classes entre 2000 et 2005. Donc je vous laisse très bien deviner la période. Comme par exemple la Tchétchénie. Voilà. Au moins, il dit les choses de manière claire, peuplée par les Tchétchènes. Il y a aussi le problème des pieds rouges. Les Russes vivant dans les ex-États de l'URSS, ceux qui restent sur le territoire se sentent étrangers. Ça, je ne saurais pas avoir une position dessus. Si vous avez de plus grandes connaissances historiques que moi,
n'hésitez pas à vous exprimer, toujours dans le respect. La Russie est le plus grand pays du monde. Bon, déjà, ça pose. La Russie est d'une superficie de 17 km², 7 millions de km², 2 fois les États-Unis, 30 fois la France. Le pays est situé sur 2 continents, Europe et Asie, séparés par les monts Oural. La Russie d'Asie est appelée Sibérie. La nation fait 10 000 km d'est en ouest et 4 000 km du nord au sud. J'avoue que là, déjà, c'est pas mal les dimensions. Hein. Elle est traversée par 10 fuseaux horaires. Vous vous rendez compte? 10 fuseaux horaires. C'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir. Le relief est essentiellement composé de plaines, de plateaux et de montagnes au sud. On y trouve 3 sortes de paysages, la toundra en extrême nord et l'océan glacial arctique. La plus grande forêt du monde, la taïga, qui se trouve aussi dans le nord. Et les prairies et plaines cultivées qui sont dans le sud. Voici ce qui est dit. Alors, les contraintes du milieu naturel. Le territoire est immense et celui-ci n'est pas maîtrisé. Quant à savoir ce qu'il veut dire par territoire maîtrisé, le climat est aussi un grand handicap. Moscou, 20 degrés en été et moins 10 en hiver. Le sud-Sibérie, moins 20 l'hiver. Le nord-Sibérie, moins 45 l'hiver. C'est un problème pour les transports, la vie quotidienne et les cultures. Le pays est malheureusement très pollué au niveau des fleuves, des industries très polluantes et des déchets nucléaires. Je ne saurais me situer là-dessus. La diversité de la population. Alors là, mon prof voulait surtout nous faire comprendre que les Russes, c'était pas les grands baraques blonds aux yeux bleus, avec la barbe, vous savez, l'image que l'on a en France. Que la Russie est véritablement un patchwork de cultures différentes, de nationalités différentes, d'ethnies différentes, et que ça, c'est quelque chose à réellement prendre en compte. Un pays, mais plusieurs ethnies. La population russe est composée de 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants, je trouve que c'est pas beaucoup pour un aussi grand pays. Composé de plus de 50 peuples différents, la majorité étant russe, le reste est composé d'une multitude de minorités, conséquence de l'ex-Union soviétique. Certaines de ces minorités sont en Sibérie, les Inuits Yakoutes. Il en parlait beaucoup des Yakoutes, je me demande s'il n'avait pas une tendresse particulière pour ce peuple. Certaines d'entre elles réclament l'indépendance, qui leur est refusée. Bien sûr, entre parenthèses, qu'est-ce qui nous a fait mettre? La Tchétchénie. Ça, à cette époque-là, il ne pouvait pas passer à côté. Mais il aurait pu nous parler d'autres régions, comme la Carélie, comme certaines régions de Sibérie, je crois, veulent ce genre de choses. Mais bon, entre vouloir l'indépendance et passer le cap, il y a une petite nuance. Mais je ne vais pas non plus me lancer dans ces débats. Hein. Certaines d'entre elles, il y a un problème à cause des retours des pieds rouges, les Russes habitant dans les pays de l'ex-URSS. Là, le problème du retour des pieds rouges, j'avoue que c'est quelque chose qui m'échappe. Si quelqu'un connaît mieux cela, je l'invite à s'exprimer. La répartition de la population russe, 150 millions d'habitants sur 17 millions de km², ça fait 9 habitants au km². On s'en fout de cette information. Et de toute façon, il m'a fait mettre à côté que ce n'est pas représentatif et que ça ne sert à rien. Voilà, mais au moins nous avons l'information. Il y a une c'est totalement irrégulièrement réparti. La plupart des Russes vivent en Europe, en Russie d'Europe, et le long des voies ferrées, donc le transsibérien ou le BAM. B-A-M. Ça, je me souviens plus ce que c'est, si quelqu'un le sait. La Sibérie est donc vide. Vide. C'est ce qui est marqué. Malheureusement, les matières premières du pays s'y trouvent. Hydrocarbures, minerais, etc. Il faut donc amener, j'ai pas fait une faute là, les populations dans ces lieux, les meilleurs salaires moyens, les meilleurs transports. C'est la région au sous-sol le plus riche du monde. Alors mon prof aimait beaucoup nous faire des cartes. Il nous a beaucoup raconté l'histoire à travers les cartes. Il avait de grandes cartes avec ses craies, il faisait des traits, il nous expliquait tout. Alors voici carte, avec le grand transsibérien ici, voilà les parties les plus habitées, les moins habitées, etc. Voilà la légende. Donc voici, dans les années 2000-2005, géographiquement, ce qui nous a montré de la Russie. Une société en crise. La Russie connaît depuis 20 ans une crise démographique. Elle se manifeste par une baisse des natalités et une hausse de la mortalité, donc un déficit naturel. Donc les vieux vieillissent et il n'y a pas assez d'enfants pour remplacer. En gros, c'est ça qu'il nous dit. La baisse de l'espérance de vie chez l'homme, 59 ans. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Pourquoi la crise? 1990, l'effondrement du communisme, hausse du chômage, avec la dénationalisation des entreprises, la stagnation des salaires, l'inflation, la hausse des prix, ce qui a provoqué une baisse du pouvoir d'achat et du niveau de vie, la dégradation du système de santé, médecins et salaires, la hausse de l'alcoolisme, surtout chez les hommes. C'est écrit là. La crise de 90, je ne la connais pas. Si quelqu'un la connaît,
Je l'invite à s'exprimer. Conséquences de la crise, augmentation de la pauvreté, forte inégalité sociale, riche-pauvre, je pense qu'il doit faire un petit peu allusion au développement des oligarques. Et la progression de la criminalité, la fameuse mafia russe. Alors, l'économie de la Russie. Une transition difficile vers l'économie de marché. En gros, passer du communisme au capitalisme, c'est dur. En gros, c'est ce qu'il nous explique. L'échec de l'économie collectivisée est planifié. Durant la période 1791, l'économie est collectivisée. Les moyens de production appartiennent à l'État, la terre, les usines, les commerces, les banques, les moyens de transport, et patati et patata. L'économie est planifiée, plan quinquennal, l'État fixe les objectifs économiques à atteindre, la production, les prix, les salaires, les emplois, et patati et patata. Le système économique est peu productif, c'est ce qu'il nous dit. Le niveau de vie de la population est modeste. Alors, le niveau de vie de la population est modeste, je me suis aperçue avec le temps que ça ne voulait tout dire et rien dire. Donc, c'est à l'appréciation de chacun. L'échec des réformes de Gorbatchev. Qu'est-ce que j'ai mal écrit ce mot-là? Gorbatchev est le dernier dirigeant communiste de l'URSS, 85-91. Il proposa une réforme qu'il nomma Perestroïka, programme de réforme économique. Son échec est l'une des causes de l'effondrement soviétique. Une puissance industrielle militaire en conversion. Militaire? Ah ouais. Les matières premières en atout. Il possède beaucoup d'hydrocarbures, gaz, pétrole. C'est le premier exploitateur européen de pétrole. Ils exportent beaucoup vers l'UE. C'est terrible de me lire et de lire toutes mes fautes d'orthographe. On y trouve aussi bon nombre de minerais. Fer, bauxite, aluminium, uranium, métaux précieux, etc. Un potentiel en hydroélectricité est important. La Russie possède la plus grande forêt du monde. Je pense que c'est souligné ici à cause du potentiel en bois, pas au niveau du potentiel naturel. Cependant, 80% des richesses se trouvent en Sibérie, d'où la mise en valeur de celle-ci pour attirer la population. Ça, c'est attirer les populations en Sibérie, je ne sais pas du tout, faudra me dire si c'est le cas ou pas, si ça a réussi ou pas. L'héritage d'un modèle industriel dépassé. À l'époque de l'URSS, l'industrie est centrée, sur la sidérurgie. Oh mon Dieu, quelle faute horrible. Et l'armement. Aujourd'hui, beaucoup d'usines de ce type ont fermé. Comment reconvertir ces secteurs est la question. C'est la fin du modèle industriel hérité de l'époque soviétique. De grandes difficultés sont rencontrées pour reconvertir ces secteurs vers les industries de consommation. En gros, passer de l'usine d'armement à l'usine Haribo. Comment faire? Un bilan agricole décevant. La collectivisation des terres sous Staline. Alors, on remonte à Staline. Il y a une collectivisation forcée des terres. Donc, l'élimination des paysans, entre guillemets, riches. Les koulaks, ils seront déportés en Sibérie au goulag. Le nombre de morts durant cette période s'élève de 5 à 20 millions. Chez les paysans, 1 à 2 millions par famine dans les villes. Je préfère ne pas commenter. Il y a la création de coopératives sans S, agricoles sans S. Les kolkhozes. Les terres appartiennent à l'État et sont, santé, partagées en plusieurs institutions. Les kolkhozes, coopératives agricoles, les soukkhozes, fermes d'État. Cependant, les paysans ont pu conserver un demi-hectare de terre pour leur utilisation personnelle. Sur un demi-hectare de terre, tu cultives pas grand-chose. Et je parle d'expérience. Les conséquences sont catastrophiques. Déportation paysanne des koulaks au goulag. La famine dans les années 30. À partir des années 1960, l'URSS devient le premier importateur mondial de blé. Alors, cette vision de la Russie est extrêmement, à mon sens, réductrice. Certes, il a fallu qu'il nous explique des choses dans un temps très court. Il a fallu qu'il aille à l'essentiel. Mais plus je découvre la Russie, plus je m'aperçois que cet essentiel auquel il est allé, c'est comme un arbre qui cache la forêt. On commence avec l'URSS. URSS pas beau, URSS méchant. Bon, ça c'est à l'appréciation de chacun. URSS tout noir. URSS casser la figure. Grosse bourde partout. Tout le monde dans la mouise. Et ensuite, pays toujours dans la mouise. Continue comme ça. Pays devenir capitaliste. Point. C'est très simple. Très simpliste. Et je sais pas. Ça me rend très dubitative parce que c'est une base pour beaucoup de
très florissante, c'est un terreau très florissant, ce genre de choses, pour beaucoup de stéréotypes, et malheureusement pour la plupart négatifs. Je ne suis pas une amie de l'URSS, je ne suis pas une amie du communisme, je le répète, mais en discutant un petit peu avec Elena, ma prof, avec d'autres personnes, en lisant, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Et ce n'est pas le moment de faire des débats dans les commentaires, parce que sinon ils seront tous annulés. Hein, je ne suis pas ici pour faire des débats pour ou contre le communisme. Ça, ce sera tout de suite rayé. Voilà. J'ai retrouvé ces cours, ça m'a rendu très dubitatif, j'ai voulu le partager avec vous. Et ben déjà que vous me disiez, vous, que vous me précisiez ce que moi je ne sais pas. Voilà, sur l'école cause, sur la crise de 90, sur la véritable vie dans l'URSS, sur le développement de la population en Sibérie. Parce qu'à part les Russes, on peut dire que ce sont ceux de l'Ouest, d'accord. Mais après, il y a des Inuits, des Inuits dans le Nord forcément. Mais il y a des peuples qui vivent, là je regarde la carte en même temps, il y a des peuples différents qui vivent en Sibérie et qui n'ont pas besoin forcément du confort moderne que leur offre notre sacro-saint capitalisme. Voilà, il y a plein de choses que je ne sais pas et qui ne sont pas dites là-dedans. Donc si vous avez des choses à rajouter, dites-le, surtout avec respect, sans chercher à faire de polémique, et dans le seul but de partager et de faire avancer le schmilblick. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis baka.